En Russie, au-delà du cercle polaire arctique, Antipayuta est un village nénètse, les derniers éleveurs de rennes du Grand Nord sibérien. Edik est nénètse. Il a 14 ans. Il est interne depuis 7 ans à l'école du village. Pendant toutes ces années, Edik n'a vu ses parents qu'une fois par an. Il a appris le russe et sait maintenant lire et écrire. Cette année, il achève sa scolarité obligatoire héritée du régime soviétique. S'il le veut, il peut quitter l'école définitivement. Les vacances de printemps sont là. Tous les internes d'Antipayuta les ont attendus avec une grande impatience. Ils retournent dans les familles dont ils sont séparés depuis longtemps. Ils vont retrouver la toundra, si chère aux nénètses, petits et grands. Les sovkhozes, les coopératives agricoles de l'époque soviétique, se sont maintenues dans la région. C'est le sovkhoze qui assure le retour annuel des écoliers dans leur famille. Edik n'a pas vu ses parents depuis des mois. Il sait que son père compte sur lui. À coup sûr, il va lui demander de choisir entre l'école et sa famille. Ce choix effraie le garçon. Edik retrouve toujours avec émotion la tchoum de ses parents, l'habitat traditionnel des nénètses. La nourriture de la toundra à base de viande de renne et de poissons crus, naturellement congelés. Edik n'est pas encore un homme. À table, il prend place dans la partie de la tchoum réservée aux femmes et aux enfants. S'il se montre digne de ses ancêtres, il s'assoira parmi les hommes. Le temps est venu de faire de mon fils un éleveur de rennes. L'avenir nous dira ce qu'il choisira. Peut-être qu'il décidera de venir avec nous. Peut-être qu'il continuera des études pour apprendre encore des choses. Je ne sais pas. Je pense que je vais continuer à étudier. Ah bon? Mais d'abord, il faut être grand. Je t'apprendrai le métier. Et quand tu seras devenu un homme, tu choisiras. À 4000 km au sud-est d'Antipayuta, en Mongolie, les sables du désert de Gobi butent contre la barrière de l'Altaï. Zolbo et Altagan sont frères. Éleveurs nomades, ils vivent sous l'autorité bienveillante de leur grand-père. Il leur a ordonné de rassembler le troupeau de chameaux qui s'est dispersé loin du campement, comme toujours quand l'herbe n'est pas suffisante. Dans le désert de Gobi, les pluies sont rares et se décalent souvent de quelques semaines. Cela suffit pour bouleverser le cycle de la végétation. Seule une très grande expérience permet aux éleveurs nomades de survivre dans cet univers minéral auquel ils sont profondément attachés.
Natsag, sur le seuil de sa yourte, regarde ses petits-fils revenir au camp avec les 80 chameaux de la famille. Il est soucieux. Les 2 derniers étés ont été trop chauds. La sécheresse frappe durement. Beaucoup de familles perdent leurs bêtes. Elles vont à Oulan-Bator, sans rien. J'aime la vie du désert. Je ne veux pas y renoncer. Mon troupeau n'est pas immense, mais il est trop important pour l'herbe qu'on a ici. Je vais le diviser en 2. J'en garderai une moitié et je confierai la seconde à l'un de mes 2 petits-fils, Altagan ou Tsolbo. Tous 2 connaissent bien les chameaux. Chez nous, dès que l'enfant grandit un peu, dès l'âge de 3-4 ans, on lui apprend à s'occuper des chamelons. Tsolbo est marié, ça serait bien pour lui. Mais ce sont les esprits qui décident. Nous verrons. Le clan du vieux Natsag est une des dernières familles d'éleveurs du chameau de Bactriane. On l'élève pour le transport, pour la viande et pour le lait. Au quotidien, on traite les femelles et on bichonne les chamelons. Une longue expérience est nécessaire pour cet élevage difficile. Une mère ne peut avoir qu'un petit tous les 2 ans, qui reste fragile pendant ses premières années de vie. Toute la famille s'occupe des animaux avec une très grande attention. Leur vie d'éleveur nomade est étroitement et essentiellement liée au troupeau. Les bêtes de Natsag ont faim. Le lait des chamelles n'est pas assez abondant. Les petits n'ont pas ce qu'il leur faut. Natsag connaît un pâturage pas très loin. Est-ce que l'herbe y sera suffisante ? Quatre familles sont réunies dans le clan de Guéna. Elles élèvent ensemble un troupeau de 4000 rennes. Les hommes du clan connaissent chacune de leurs bêtes. Ils attrapent au lasso celles qui sont accoutumées à tirer les traîneaux. Edik n'a jamais attrapé de renne avec les hommes du clan. Il a peur de gêner et préfère se tenir à l'écart. Guéna n'est pas de cet avis. Il veut voir son garçon à l'œuvre et lui ordonne de participer aux captures.
Tout va trop vite. La ronde des rennes est rapide, les bêtes sont innombrables. Et Dick a du mal à les reconnaître, il ne sait pas comment se placer. Le garçon se sent d'autant plus maladroit que Guéna et les autres démontrent une habileté qui l'impressionne. Guéna a maîtrisé un jeune mâle. La période de reproduction s'achève et il marque celui-là pour le castrer. Et Dick est désappointé. Il s'est montré très maladroit. Fidèle à la tradition Nénètse, Guéna sacrifie un renne pour le retour de son fils. La bête est étranglée, la tête tournée vers l'est, pour honorer Noum, le maître du ciel, créateur du soleil et de l'été. Guéna coupe l'oreille gauche de l'animal sacrifié et dépose sur le front d'Edic le sang du renne pour attirer sur son fils santé, chance et prospérité. L'oreille coupée est déposée sur le kekekan, le traîneau chargé des objets sacrés. Sur la toundra, on ne gaspille rien. La peau de l'animal sera utilisée pour la couverture de la tchoum, pour confectionner de la literie ou des vêtements. Les organes sont particulièrement appréciés crus. Les hommes se servent en premier et lorsqu'ils sont rassasiés, les femmes et les enfants prennent leur part du festin. Dans le passé, les Russes qui ignoraient les coutumes nénètses se trompaient sur le sens de ce rituel. Ils croyaient les nomades cannibales et les appelaient samoyèdes, les gens qui se mangent eux-mêmes. Pour les nénètses, c'est une des rares occasions de consommer de la nourriture qui n'a pas été congelée. Le foie, le cœur, le sang frais fournissent de précieuses vitamines. Seuls, chacun de leur côté, Altagan et Zolbo ont commencé leur exploration de toute la région pour trouver une nouvelle pâture. Montagnes, steppes désertiques et dunes enneigées, le paysage est immense, mais les pâtures sont rares. Ici, on élève aussi les chèvres de Mongolie, qui produisent un des meilleurs cachemires. Mais depuis peu, leur multiplication épuise le sol et désorganise l'élevage traditionnel. Altagan est déçu. Sa tâche,
s'avère particulièrement difficile. Il doit continuer son exploration. De son côté, Zolbo chemine sur les crêtes de dunes, où le regard porte loin. Il ne voit pas d'herbe à l'horizon. Aurait-il, sans le savoir, offensé les esprits maîtres de la nature? Ceux-ci, pour se venger, l'entraînerait-il loin des pâturages qu'il recherche? Pour les Mongols, le vivant ne se résume pas à ce qui est vu. L'univers est peuplé d'esprits invisibles et omniprésents. Esprit des eaux, des végétaux, des bêtes. Esprit des morts habite le désert, hante la steppe, les collines, les montagnes. Les hommes doivent vivre avec eux en bonne intelligence. Bientôt, Altagan va se marier. S'il trouve un bon pâturage, il a toutes ses chances d'être désigné par son grand-père et gagner son indépendance. Mais il est épuisé, il se sent découragé. Depuis 2 jours qu'il chemine, toujours rien. Lorsque soudain, l'herbe est là. Les graines sont bonnes. Les chameaux sont sauvés. Près du camp, les hommes ont relevé des traces de loups. Tant que les fauves seront dans le voisinage, il faudra surveiller le troupeau nuit et jour, aussi longtemps que nécessaire. Traditionnellement, cette surveillance incombe aux jeunes. Et Dick montre à la garde à quelques kilomètres du campement. Au crépuscule, Dick, parmi le troupeau, s'apprête à passer sa première nuit seule dans la toundra, à affronter les intempéries, les loups et ses propres peurs. Les heures passent, amenant la nuit glaciale. Il fait moins 50 degrés. Antipayuta est loin. Loin aussi la tranquillité de l'internat.
Et Dick a peur. Cette nuit appartient à Nga, le maître de la lune et des ténèbres. Il vit dans les profondeurs de la terre qui ne dégèlent jamais. Engourdi par le froid, Dick est incapable de bouger. Il finit par s'endormir pendant que les loups guettent. 갑자기 오셔서 인식아 얘는 나한테만 또 하던 연어 오냐 얘는 호녀다 얘가 딱 오셨는 하냐고 호닝아 유ing아 나한테가 어디니지 더리만 다 예사로 와 없다나 그다 나가니 하더라고 왕 하나 했던 나쁘다 보이니 때우러 하라니 이거 다 유나 하야 비비도 사고 같이 가와는 것도 Orada borumday. Ne oldu ki? Gel sen yap bu. Ay dur bak kur. Hadi yap bu. De retour au camp, Altagan, fier de son succès, annonce au vieux Natsag qu'il a trouvé une pâture libre, au-delà des dunes, en marchant une journée vers l'est. Ma, l'épouse de Zolbo, interroge Altagan au sujet de son frère, car ici on n'a pas de nouvelles de lui. Altagan ne l'a pas vu. Toute la famille est très inquiète de son sort. Zolbo est loin, au-delà des montagnes. Il est seul, égaré dans une tempête de sable, épuisé. En prévision d'un malheur, Natsag interroge les augures, à l'aide de pièces sacrées. Mais les pièces ne disent rien. La famille est en plein désarroi. Le lendemain, Zolbo n'est toujours pas rentré. Mais c'est le troupeau qui conditionne la vie du clan. Il faut tout de même partir. Les yourtes sont démontées et les animaux sont chargés en quelques heures. La caravane se met en route, forte de ses 80 chameaux. Pour la première fois, Altagan montre la bonne direction à tout le clan.
et Dick part à la recherche des rennes, égarées par sa faute. Sa mère est inquiète. Son garçon ne s'est jamais éloigné seul du campement pour une expédition qui durera peut-être plusieurs jours. Guéna est confiant. Tous les jeunes nénettes ont été confrontés à cette épreuve un jour ou l'autre. Et Dick prouvera que le sang de ses ancêtres circule dans ses veines. Il s'en tirera très bien. Cette fois, Dick plonge dans l'inconnu. Il se lance, seul avec ses rennes et son chien, dans le grand désert de glace qui ne pardonne rien. Des nouvelles sont arrivées du sud. La débâcle a commencé. Avec l'arrivée du printemps, la toundra se réchauffe. Il faut remonter au nord. La mère d'Edick ne veut pas lever le camp tant que le garçon n'est pas rentré. Mais Guéna est formelle. D'ici peu, la glace sur les rivières sera trop fragile pour supporter le troupeau. Il faut partir. Bientôt l'été sera là. Il fera chaud et des multitudes de moustiques seront elles aussi au rendez-vous. Le clan se prépare à partir. Les tâches sont définies et chacun sait exactement ce qu'il doit faire. Femmes, hommes et enfants démontent entièrement les tchoums et chargent les traîneaux de tout le matériel nécessaire à la vie quotidienne. Les rennes supportent mal la chaleur. Au printemps, les nénettes remontent au nord pour chercher la fraîcheur près de la mer. Un périple qui va durer plusieurs semaines épuisantes, levant le camp tous les 3 ou 4 jours. Guéna et sa femme terminent les derniers préparatifs. Il installe une poupée sur un traîneau spécialement préparé pour elle. Petite idole, elle représente l'ancêtre, esprit protecteur de la famille. En 2 heures, tout est prêt pour le départ. Les premiers traîneaux se mettent en route, puis la caravane s'ébranle comme un seul homme. Guéna est en tête, sur un traîneau léger, très maniable. Après le chef de clan, viennent les traîneaux des femmes et des enfants, ceux qui transportent les réserves de nourriture, la tchoum avec ses 150 peaux de rennes, le traîneau sacré et son inestimable chargement. Avec ses 45 traîneaux et plus de 4000 têtes de bétail, l'imposante caravane s'étire et se déploie sur plusieurs kilomètres.
Jusqu'à présent, Edic a échoué aux épreuves qu'impose la vie d'un éleveur de rennes. Ces échecs inquiètent Guéna. Il se demande si son fils saura retrouver le prochain camp. Le clan de Natsag a passé la montagne. Les nomades glissent sur le sable. Ils ne construisent rien de durable, on ne peut posséder la terre. Elle appartient aux esprits, pas aux hommes. Leur vie n'est que mouvement. Leur seule richesse est leur troupeau. C'est le nombre et la qualité de leurs bêtes qui donnent sa place à l'éleveur dans la hiérarchie sociale. C'est le chameau qui décide. C'est l'herbe, les pluies. C'est la nature dans laquelle le chef de clan lit comme dans un livre ouvert. Il observe, il se souvient, il sent. Et il va, entraînant derrière lui ses bêtes et les gens de son clan. Au pâturage, quelqu'un attend. Zolbo a trouvé lui aussi la pâture. Il a reconnu les traces du chameau de son frère et il a préféré rester sur place plutôt que d'aller à la rencontre de la caravane. Il espère prouver ainsi qu'il sait, tout aussi bien que son frère, trouver l'herbe dont les bêtes ont besoin. 사회 오지선 따르고 후추면이 아차악티브 Онгорт тотолцсон байгаа зү. одоо утгааны мэдчихэд эсэг амтаагүй лихийн хүүлчихэд хайрээсэн тийм сулж ирсэн тийм бүрэн байна. Бүрэн байш. Хөрөн борт тийм ээ байна уу? Энэ хүн зүүн юуны цаана. Зайл. Сөвөө төмөш бодоо дайр нэст. Хаатай сувэ тэмэгэ жахан зайлуулаад тэгээ болоо яваад миний дуурчаад тэгээ La forme circulaire de la yourte représente symboliquement l'univers. Le foyer en est le cœur. Le pilier central est en relation directe avec l'axe du monde. C'est par là que les esprits entrent et sortent de la yourte. Le soir, l'ambiance du dîner est détendue. Le clan s'est installé auprès de la nouvelle pâture. Chacun plaisante et se raconte ce qu'il avait imaginé sur le sort de Zolbo. Оортээс хойч атлах гэж шийдээ ядуу. Хүн ч үдэ. Сайхнаар явж тастай байна уу? Олон хоног явсан гэж юм. Олон хоног явлаа гэж юм. Улаана бол ганц явсан газараар айлууд мэлүүдийн дорн тавьчихсан байдаг. Хаанаас аваа? Энэ гоорхоноос. Оортгүй хүн үү? Тий. Үзээз. Төдөө хурд хүүмүүхээ. Их л олон айлаар орж ирсэн. Бордоос харав. Тэгвэл чорж байсан баг шүү. Тийм айл байсан. Яваад
못 넣고 지쳐서 역전. Et Dick marche depuis 2 jours, derrière le groupe de rennes égarées qui reste insaisissable. Sa nourriture est pratiquement épuisée. Il cherche obstinément les rares traces que le vent n'a pas effacées. Il s'oriente avec le soleil lorsqu'il perce les nuages, déchiffre le lit des rivières gelées. Les crottes de rennes semées sur la neige ne sont pas très anciennes. Mais on lui a raconté que parfois les génies trompent les hommes et les lancent sur de fausses pistes. Dans la toundra, la tempête s'est levée. La température est tombée en dessous de moins 40 degrés. Dans le camp, Guéna scrute l'horizon avec inquiétude. La tempête souffle sans faiblir depuis des heures. La mère d'Edick s'affole. Pourquoi Guéna n'a-t-il pas accompagné son fils? Guéna ne sait que répéter obstinément qu'Edick saura trouver son chemin. Seul dans la tempête, épuisé, Edick poursuit sa route. Il lui semble marcher depuis un temps infini. Rien, toujours rien. Le garçon lutte pour sa vie. Il ne peut s'arrêter par ce froid. Edick refuse de céder au doute qui s'insinue en lui et le taraude sans relâche. Et si les rennes qu'il poursuit étaient des rennes sauvages? Des ombres familières émergent du blizzard. Edick les reconnaît sur le champ. Ce sont bien les rennes du clan. Soulagé, il s'abandonne un moment à la fatigue. Edick n'en a pas terminé. Dès que le vent sera calmé, il se mettra en route pour retrouver le camp. Les nomades mongols dressent les chameaux choisis pour la monte vers l'âge de 4 ans, après les avoir castrés. Un bon dresseur est adroit et sait faire preuve d'autorité. On perfore les naseaux de la future monture avec un morceau de bois dur qui servira à le diriger. Zolbo grimpe sur le dos du jeune chameau, monté pour la première fois. Zolbo le domine avec aisance.
Natsag juge le travail de son petit-fils d'un œil aiguisé par sa longue expérience. Zolbo est irréprochable. Demain, Natsag se rendra chez le lama Chimbold, consulter les astres. Il lui faut maintenant le conseil des esprits. Et lui, Natsag, décidera lequel de ses deux petits-fils héritera du second troupeau. Tout le clan a gagné Lobo, un cairn sacré accroché au flanc de la montagne où résident les esprits du lieu. L'enseignement des mages et des astrologues tient une place déterminante dans l'univers mongol. Ils participent à toutes les décisions importantes de la famille. En récitant des prières, le vieux lama rend hommage aux esprits de Lobo et consulte les astres. Auquel de ses deux petits-fils, Natsag doit-il confier la moitié de son troupeau? Les augures confirment la préférence de Natsag. Ils désignent Zolbo. Natsag se réjouit. Zolbo est marié. Le troupeau lui donnera l'indépendance dont il a besoin pour vivre en homme libre. Quant à Altagan, il devra encore attendre. Il restera près du vieux chef Natsag, qui s'appuiera sur lui. La tempête s'est calmée. Edik a su s'orienter. Il a retrouvé le clan. Le sang des Nénets, doué d'un sens de l'orientation légendaire, a parlé. Son succès a donné confiance aux garçons. C'est un Edik nouveau qui arrête son traîneau devant la tchoum de ses parents. Toute la famille fête son retour et sa réussite. Gena l'invite à manger avec lui. Il s'est montré digne de ses ancêtres. Edik est assis parmi les hommes. Ну, потом, когда сигарету возьмет, тогда пускай поет. Ладно, хоть не ванка. Малимени хуй мы чистим. Тинтелета на. Тинтелета на будем. А кабар лар мне хау юго его. Ну, глерка я ба, там глерка я. А там глерка я. Так оно. Теруку не, а что теруку не гню. Ты беди бей, Таня, там пока ты упакал. Я не рассказываю, не покажу. Ну, центром так. L'année prochaine, Edik repartira au village d'Antipayuta continuer ses études. Mais il sait maintenant qu'il habite ici. À l'avenir, il s'efforcera de vivre comme ses ancêtres, en vrai homme Nénets, en homme libre et courageux.
C'est l'une des dernières journées froides du printemps. Dans le désert de Gobi, la chaleur va arriver d'un coup. Rapidement, la question de l'eau deviendra vitale. Au petit matin, la famille de Natsag a démonté une yourte et la charge sur les chameaux. Zolbo et sa femme, Ma, s'apprêtent à partir avec le troupeau qu'on leur a confié. On jette du lait de chamelle sur les traces du couple qui s'éloigne pour apprivoiser la chance. Zolbo, maître de son destin, cherche désormais son chemin sur la terre où règnent les esprits de ses ancêtres. Ce sont eux qui accordent les pâturages, eux qui décident de la fertilité des troupeaux, de la prospérité des éleveurs. Au sud de l'immense Sibérie, des peuples ont gardé leurs racines et renouent avec la culture immémoriale des éleveurs nomades. Amoureux d'une terre aride et inhospitalière, Edik, Altagan et Zolbo, enfants de la steppe et de la toundra, ont préservé dans leur cœur l'enseignement de leurs aînés pour devenir des hommes.